L'Europe face au dilemme des sanctions contre le Rwanda entre boycott symbolique et mesures concrètes. Les Européens hésitent sur la manière de sanctionner Kigali, accusé de soutenir le M23 en RDC, tandis que des manifestants congolais appellent à une fermeté similaire à celle contre la Russie. Le consensus reste fragile, notamment face aux intérêts stratégiques européens au Mozambique. Maurice Kamto face au défi de la présidentielle. Le code électoral camerounais impose des conditions strictes pour les candidatures à la présidentielle. Un défi qui alimente les débats juridiques et stratégiques alors que l'institution électorale reste sous le contrôle du pouvoir en place. Bonsoir et bienvenue. L'opposant Maurice Kamto, déclaré deuxième à la présidentielle de 2018, pourra-t-il cette année se présenter en portant les couleurs de son parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Les dépôts de candidature n'est pas encore à l'ordre du jour. Il faut attendre la convocation du corps électoral en principe mi-juillet. Mais l'avocat a déjà déclaré son intention de briguer la fonction présidentielle occupée depuis 42 ans par Paul Biya. Selon les codes électoraux, pour être candidat à la présidentielle au Cameroun, il faut être investi par un parti représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil municipal ou régional. Une autre option, celle des parrainages, soit comme candidat indépendant, soit comme candidat d'un parti non représenté. Il faut alors au moins 300 signatures d'élus ou des chefs traditionnels de premier degré, à raison de 30 signatures pour chacune des 10 régions du pays. Or, le MRC de Maurice Kamto a boycotté les dernières législatives et municipales de 2020. Du point de vue du parti présidentiel, le RDPC de Paul Biya, l'opposant Maurice Kamto ne peut pas être investi par son parti sans parrainage. Il lui faudrait donc trouver 300 signatures ou se faire investir par une de 18 formations représentées, à l'exception de celles qui ont déjà porté leur soutien à la candidature de Paul Biya pour un 8e mandat consécutif. Faux, rétorque le parti de Maurice Kamto. Joseph Emmanuel, secrétaire national à la communication du MRC, assure que l'opposant dispose de toutes les options. Car il l'assure, le parti compte désormais plus de dizaines d'élus municipaux qui depuis 2020 ont démissionné de leur parti pour rejoindre les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Insuffisant, répond Patrick Riffaut, un des communicants du parti présidentiel, pour qui gagner des élus hors scrutin ne signifie pas être un parti représenté. Un débat des juristes qu'il serait risqué de porter jusqu'au Conseil constitutionnel, selon l'analyste Hilaire Kamga. Pour l'expert en question électorale, il serait plus stratégique de la part de Maurice Kamto de choisir une option solide. Parrainage ou investiture par un parti représenté face à une institution qu'il qualifie de pratiquement aux ordres du pouvoir et dont les décisions sont définitives. Si l'opposant Maurice Kamto choisit d'être investi par une formation politique représentée à l'Assemblée, au Sénat, dans un conseil municipal ou régional, il devrait démissionner du MRC, car il est illégal au Cameroun d'appartenir à 2 partis politiques en même temps. En République démocratique du Congo, l'expert sécuritaire belge Jean-Jacques Wondo a été libéré ce mardi 4 février 2025. Il avait été condamné à mort, accusé d'avoir participé à la tentative de coup d'État du 19 mai 2024. Sa peine avait été confirmée en appel il y a moins d'une semaine, ce qui avait tendu les relations entre la Belgique et la RDC. C'est une libération pour des raisons médicales, confie une source diplomatique à Kinshasa. La santé de Jean-Jacques Wondo est depuis le début de sa détention une source d'inquiétude pour ses proches, qui plusieurs fois ont alerté sur la dégradation en prison de l'état de l'expert militaire belgo-congolais. Il est désormais en route pour la Belgique, où il doit arriver ce mercredi. Jean-Jacques Wondo a quitté mardi en début d'après-midi la prison de Ndolo, au cœur Kinshasa, où il est incarcéré depuis plus de 8 mois. Condamné à mort par 2 fois, en première instance et en appel, dans l'affaire du coup d'État manqué du 19 mai 2024, il a été reconnu par la justice congolaise comme ayant été le concepteur, ce que Jean-Jacques Wondo a toujours nié. Dans ce procès, 37 prévenus ont été condamnés à mort, dont les 3 États-Unis entre autres, notamment pour terrorisme, attentat,
association des malfaiteurs et détention illégale d'armes en munitions de guerre. Une condamnation qui a jeté un froid entre les deux pays. Lors de la confirmation de la peine en appel fin janvier, en signe de protestation, la Belgique avait rappelé son ambassadrice à Kinshasa et convoqué l'ambassadeur congolais à Bruxelles. L'Union européenne va-t-elle prendre des sanctions contre le Rwanda? Les 27 pays de l'UE sont d'accord sur la nécessité d'accroître la pression sur Kigali pour mettre fin à l'escalade dans l'Est congolais. Fin janvier, les 27 avaient clairement condamné la présence militaire du Rwanda en RDC, demandé au M23 de se retirer et brandi la menace de sanctions. Mais depuis, les Européens peinent à trouver un consensus sur les mesures concrètes à adopter. Une nouvelle réunion de travail est prévue à Bruxelles ce mercredi. L'éventuel des options est large pour les Européens. Certaines seraient symboliques comme de boycotter des réunions prévues à Kigali, d'autres beaucoup plus concrètes. L'Europe aurait ainsi décidé de sanctions individuelles de coupe dans l'aide budgétaire au Rwanda, voire de suspendre son partenariat avec Kigali sur les ressources minières ou encore le soutien financier de l'Europe à l'armée rwandaise pour sa lutte contre le terrorisme dans le nord du Mozambique. En novembre dernier, 20 millions d'euros ont été de nouveau alloués aux forces de sécurité rwandaises par l'Union européenne. Un soutien controversé, ce serait la mesure, la forte Kinshasa la réclame, mais elle ne fait pas l'unanimité. Le Portugal, par exemple, est farouchement opposé à toute décision qui pourrait affaiblir Maputo. La France, elle, plaide pour agir en coulisses et maintenir le dialogue avec tous les acteurs. Paris et Kigali se sont rapprochés ces dernières années. Et le Rwanda est devenu un partenaire précieux pour ses intérêts stratégiques dans le nord du Mozambique. En fin de semaine dernière, un consensus semblait tout de même se dessiner autour des sanctions ciblées telles que gel d'avoirs, interdiction de voyage. Mais là encore, il reste à se mettre d'accord sur le profil des personnes visées. Faut-il se contenter de figures du M23, cibler des colonels de l'armée rwandaise ou aller jusqu'à épingler un poste à Kigali? Ces questions ne sont pas encore tranchées. Ce mardi 4 février, des centaines de Congolais ont manifesté devant la délégation de l'Union européenne à Pretoria, en Afrique du Sud, pour réclamer des sanctions. Les manifestants réclament que l'UE se comporte avec le Rwanda comme elle l'a fait avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Une traque est en cours en Sierra Leone pour retrouver un narcotrafiquant hollandais après la diffusion d'une photo choc où il apparaît aux côtés de la famille présidentielle. L'individu identifié sous le nom de Joss Leidecker, mais rebaptisé Omar Sherif par la police, serait présent sur le sol sierra-léonais depuis 6 mois. Pourtant, malgré des recherches intensives, il reste introuvable. La police sierra-léonaise a intensifié ses efforts pour localiser cet individu, menant plusieurs descentes et perquisitions dans les lieux où il était supposé avoir été perçu, a annoncé lors d'un point de presse ce mardi 4 février 2025 le ministre de l'Information sierra-léonais, Chernorba. Malgré ses recherches approfondies, il demeure introuvable à ce jour. Les autorités sierra-léonaises réaffirment leur engagement à empêcher que le pays ne devienne un foyer du crime transnational, qu'il s'agisse du trafic de drogue, de la contrebande ou d'autres activités criminelles. Le ministre en appelle à la communauté internationale pour l'aider à mieux contrôler ses frontières et lutter contre les réseaux de crimes organisés. Une collaboration accrue avec les partenaires étrangers est essentielle pour garantir que la Sierra Leone ne soit pas exploitée à son issue comme une plateforme pour des activités illicites. Le même jour, l'inspecteur général de police William Faya Selou s'est exprimé sur l'enquête concernant une voiture diplomatique saisie en Guinée, soupçonnée de transporter des valises de cocaïne. L'incident survenu mi-janvier a jeté l'embarras à Freetown et tendu ses relations avec Conakry. Depuis, les autorités sierra-léonaises s'emploient à élucider l'origine de cette cargaison suspecte et à évaluer le risque de débordement aux frontières. Nous allons dépêcher une équipe d'enquêteurs afin d'interroger les hommes interceptés avec ce véhicule qui, selon le gouvernement guinéen, transportait prétendument des substances suspectées d'être de la cocaïne, assure William Faya Selou. Ce dernier appelle à une coopération renforcée de la part des autorités guinéennes. Nous voulons connaître les faits, car les autorités guinéennes demeurent très discrètes à ce sujet.
Notre ministre des Affaires étrangères se trouve actuellement en Guinée pour faciliter toute nouvelle réponse concernant des étrangers, notamment ceux provenant du Libéria et de la Guinée, et pour veiller au respect des protocoles officiels. L'essentiel est de pouvoir interroger ces personnes afin d'éclaircir ce qui s'est réellement passé. Par exemple, nous souhaitons déterminer le risque d'infiltration aux frontières en connaissant l'origine de ce véhicule avant l'interception du conducteur, car tout cela reste en suspens. Nous espérons qu'au retour du ministre, dès aujourd'hui, les enquêteurs auront l'occasion d'interroger les personnes retenues et de fournir un compte-rendu complet de l'incident. Ce mardi 4 février, le président américain Donald Trump a signé un décret retirant son pays de plusieurs instances onusiennes, comme le Conseil des droits de l'homme, confirmant la suspension des financements américains à l'Agence pour les réfugiés palestiniens et visant à réévaluer le soutien financier des États-Unis à différentes organisations comme l'UNESCO. Donald Trump a signé ce mardi 4 février un décret exécutif visant à retirer les États-Unis de plusieurs instances de l'ONU et à passer en revue le financement par Washington de l'organisation internationale siégeant à New York. Le décret du président américain retire notamment les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une instance dont le pays n'est pas membre mais seulement observateur. Il vise ainsi à interdire toute future implication de Washington dans l'organisme, même si le mécanisme exact de retrait en tant qu'État observateur demeure incertain. Le texte prolonge aussi la suspension de tout financement américain à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les États-Unis et plusieurs autres pays avaient suspendu leur contribution financière à l'UNRWA après des accusations d'Israël en janvier 2024, affirmant que certains des employés de l'organisation avaient participé aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Et concernant Haïti, on a appris ces dernières heures la suspension du financement des États-Unis à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le texte a été décidé au regard des nombreuses mesures prises par un certain nombre d'instances des Nations Unies qui démontrent un profond biais anti-américain, a déclaré Will Sherf, conseiller de Donald Trump, au moment de présenter le document au président américain pour sa signature. Le décret vise aussi à passer en revue l'implication américaine dans l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui a aussi démontré un biais anti-américain, a ajouté Will Sherf. Plus généralement, le décret exécutif appelle à un examen de l'implication et du financement américain dans l'ONU au regard des folles disparités dans les niveaux de financement entre différents pays, a déclaré le conseiller, rappelant que Donald Trump avait qualifié ces différences de profondément injustes pour les États-Unis. Dès son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier, Donald Trump avait signé un décret exécutif visant à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, un organisme qu'il avait par le passé vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur Tchad Info TV.